60 millions de dollars. C'est le chiffre qui a finalement arrêté Tony Beets dans son élan. Un chiffre qu'il comprend maintenant qu'il n'a pas perdu à cause d'une mauvaise saison ou d'une défaillance mécanique, mais qu'il a quitté de ses propres mains. Le Viking du Yukon, l'homme célèbre pour sa force brute, sa volonté de faire et son refus absolu d'admettre ses regrets, a finalement brisé son silence. Ce qu'il a découvert sous Paradise Hill et le choix qu'il a fait par la suite réécrit tout ce que les gens croient savoir sur le plus formidable mineur de l'Alaska. Ce n'est pas une histoire de malchance, c'est un aveu. Octobre 17, 2024, Dawson City est déjà aux prises avec les prémices de l'hiver, la température descendant sous le point de congélation, comme si la Terre elle-même lançait un avertissement. Une autre saison du Yukon s'achève. Dans son bureau de Paradise Hill, Tony Beets est entouré de chiffres qui auraient dû le réjouir. Les rapports de production indiquent des rendements élevés. La drague fonctionne bien. La concession est rentable à tout point de vue. Pour la plupart des mineurs, cela aurait été la preuve que le travail en valait la peine. Mais Tony ne pensait pas alors. Il pensait à ce qu'il l'avait jeté 3 ans plus tôt à une décision si dévastatrice que même après plus de 50 ans de conquête du Klondike, il ne pouvait se résoudre à chiffrer les dégâts. Les caméras de la ruée vers l'or tournaient lorsque Tony craqua enfin, capturant un moment que personne ne s'attendait à voir. Pendant 14 saisons, les téléspectateurs ont vu l'empire de la famille Beets endurer tout ce que le Nord pouvait lui infliger. Des coupes inondées, des dragues brisées, des fermetures du gouvernement, des révoltes d'équipage. Tony Beets a survécu à tout cela par pur défi. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, le combat n'était pas contre la nature ou la bureaucratie. Il était contre lui-même. À 73 ans, Tony s'assit la tête entre les mains et prononça des mots qui n'étaient jamais sortis de sa bouche auparavant. Il dit qu'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Il admit qu'il s'était menti à lui-même à ce sujet pendant 3 ans. Les mots ne vinrent pas avec rage ou fanfaronnade. Ils vinrent tranquillement lourds de quelque chose d'inconnu, le regret. Monica Beets a tout de suite compris la gravité de la situation. Elle a vu son père absorber sans hésitation des pertes qui auraient écrasé la plupart des mineurs. Des millions disparus du jour au lendemain, des années de travail effacées par l'eau, la glace ou la paperasserie. Rien de tout cela ne l'a jamais ébranlé. Ça, c'est le cas. Tony avait réuni toute la famille à Monica, son mari Mike Kevin Biancamini, sa femme depuis plus de 50 ans, qu'il avait soutenue dans tous ses paris et tous ses combats. Quoi que Tony s'apprêtait à dire, il voulait que cela vienne de lui avant que le monde ne l'entende. Monica rompit la première, le silence, sa voix étant empreinte d'inquiétude. « De quoi parles-tu » Tony ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il attrapa un épais dossier rempli d'études géologiques, de rapports d'analyse et de documents juridiques. Ses mains façonnées par le sol gelé, les câbles d'acier et des décennies de travail tremblaient lorsqu'il l'ouvrit. « Paradise Hill, dit-il, lorsque nous avons acheté la concession en 2018, le sondage indiquait de l'or en abondance. C'est ce que je vous ai dit. C'est sur cette base que nous avons tout construit. » Il fit une pause, déglutissant difficilement. « Mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé lorsque nous avons touché le socle rocheux en 2021, ». Le silence qui a suivi a été écrasant. Paradise Hill n'était pas une simple concession. C'était le projet légué par Tony. Des millions ont été investis. Des équipements ont été déplacés à travers le Yukon. Des infrastructures ont été mises en place dans l'espoir que ce terrain porterait la famille pendant des décennies. L'histoire publique avait toujours été simple et claire. L'or était là, le plan fonctionnait, l'avenir était assuré. Kevin parle enfin d'une voix ferme mais tendue. « Qu'avez-vous trouvé ?» Tony a levé les yeux, l'angoisse se lisant clairement sur son visage. Il a dit qu'il avait trouvé de l'or, mais que ce n'était pas la chose la plus précieuse dans le sol. Puis sont venus les mots qui ont atterri comme un coup de massue. Il leur a dit qu'il avait pris une décision qu'il pensait protéger la famille. Au lieu de cela, il allait leur coûter tout ce qu'il avait mis 50 ans à construire. À ce moment-là, le sol de Paradise Hill a bougé non pas à cause des machines, mais à cause de la vérité. La chaîne des événements a commencé au printemps de 2020 et lorsque la famille Beets a dragué pour la première fois les sections les plus profondes de Paradise Hill. Ce qui a été diffusé sur Gold Rush a suivi un scénario familier. Le substrat rocheux a été atteint. De l'or décent a été récupéré.
L'équipe a célébré une nouvelle étape durement gagnée. Cela ressemblait à un succès. Mais cette version des faits ne tient pas compte d'un élément. Ce que les caméras n'ont jamais montré, c'est ce qui est apparu avec l'or. Dès qu'il est apparu, Tony a ordonné l'arrêt du tournage invoquant des problèmes techniques. Ce qui est remonté du sol ce jour-là n'a jamais été diffusé, et le choix de le garder caché allait façonner tout ce qui a suivi. Parmi les graviers aurifères se trouvèrent des roches qui n'avaient rien à faire là. Foncées presque noires, avec un éclat métallique qui se démarquait immédiatement du matériau environnant. Tony avait exploité les mines du Klondike depuis suffisamment longtemps pour reconnaître quand la géologie ne collait pas. Ces pierres étaient denses, anormalement lourdes. Et quand il les examina de plus près, son pouls s'accéléra. Ils étaient magnétiques. Lors de ce premier grand coup de drague, Tony a remonté environ 300 livres de ce matériau étrange. Il l'a séparé de l'or, l'a stocké en toute sécurité et a contacté un géologue en qui il avait confiance depuis des années, le docteur Richard Chen, spécialiste de la minéralogie du Klondike. Ce que le docteur Chen a dit à Tony, après avoir analysé les échantillons, aurait dû changer sa vie à tout jamais. Au lieu de cela, il s'est engagé sur une voie qu'il regrette encore aujourd'hui. Ces roches n'étaient pas des minéraux ordinaires, mais des météorites. Il ne s'agissait pas de n'importe quel météorite, mais d'un type rare, connu sous le nom de palissite, une météorite pierre-fer contenant des cristaux d'olivine en suspension dans une matrice de nickel-fer. Les pallissites comptent parmi les météorites les plus visuellement frappantes et les plus précieuses sur le plan scientifique. Elles sont convoitées par des collectionneurs, des chercheurs et des musées dans le monde entier. Mais ce qui a rendu ces échantillons vraiment extraordinaires, c'est leur taille et leur pureté. Le Dr Chen a expliqué que si une masse principale existait sous Paradise Hill, elle pourrait figurer parmi les plus grandes découvertes de météorites de l'histoire de l'Amérique du Nord. Et ce n'est pas tout. À côté des fragments de palissite, on a trouvé des traces de terres rares, en particulier d'europium et de terbium. Ces matériaux sont essentiels à l'électronique moderne, au système d'énergie renouvelable et à la technologie militaire. Ils sont notoirement difficiles à trouver sous forme concentrée et la demande mondiale a fait grimper leur valeur en flèche. Les estimations préliminaires du Dr Chen ont suggéré que Paradise Hill pourrait être assis sur un gisement valant des dizaines de millions, voire des centaines de millions, rien qu'en raison des terres rares. La première réaction de Tony est l'excitation pure et simple. Il est tombé sur quelque chose de potentiellement plus précieux que tout l'or qu'il a pu extraire. Mais l'excitation ne dure pas. Le Dr Chen a exposé la réalité. L'extraction de météorites et d'éléments terrestres rares n'est pas comme l'extraction de l'or. Cela implique de nouveaux permis, une nouvelle surveillance environnementale des équipements spécialisés des experts extérieurs et beaucoup d'attention. Des gouvernements, des universités, des entreprises internationales, tous intéressés par ce qui se trouve sous la concession de Tony. Pire encore, la zone d'ombre juridique. Les météorites occupent un espace juridique étrange. Certains soutiennent qu'elles appartiennent aux propriétaires du terrain, d'autres qu'elles appartiennent à l'humanité et qu'elles doivent être préservées pour la science et non vendues à des fins lucratives. Les éléments de terres rares ont entraîné leurs propres complications fortement réglementées en raison des préoccupations environnementales et des implications pour la sécurité nationale. Tony Beets a été confronté à un choix auquel aucune expérience ne l'avait préparé. Il pouvait déclarer la découverte et s'exposer à des années de batailles juridiques, de surveillance réglementaire et d'examens minutieux, où il pouvait s'éloigner, enterrer la vérité et protéger l'opération qu'il possédait déjà. 3 ans plus tard, assis dans son bureau, alors que l'hiver se rapprochait, Tony comprit enfin le coût de cette décision. Pas seulement en dollars, mais aussi en poids sur sa conscience. L'or continua à couler, les dragues à tourner, mais l'erreur ne cessa jamais de le suivre. Ou bien il pouvait garder le silence, se concentrer sur l'exploitation de l'or qu'il connaissait et comprenait, et éviter les complications qui risquaient d'entraîner la fermeture de toute l'exploitation de Paradise Hill, pendant que les avocats et les bureaucrates s'occupaient de déterminer à qui appartenaient les roches extraterrestres et les minéraux stratégiques. Tony prit sa décision en moins de 24 heures. Il paya le Dr Chen pour son silence avec un paiement substantiel en espèces et la promesse d'un pourcentage si Tony développait un jour les ressources non aurifères. Il a ordonné que les échantillons de météorites et de terres rares soient mis sous clé. Il a donné pour instruction à son équipe de traiter tout matériau inhabituel futur comme un déchet et de le jeter dans les piles de résidus sans examen approfondi.
Et il n'a rien dit à sa famille, affirmant que Paradise Hill était simplement un bon gisement d'or, rien de plus. Pendant 3 ans, les choses se sont passées ainsi. Paradise Hill produisait de l'or, générait des revenus, assurait la rentabilité de l'empire Beats. Tony dormait mal, sachant ce qui était enfoui sous son exploitation. Mais il se dit qu'il a fait le bon choix, qu'il vaut mieux avoir une mine d'or en activité que de tout risquer en poursuivant des complications inconnues avec des roches spatiales et des minéraux rares. Mais en août de l'année 2024, tout change, le docteur Chen meurt subitement d'une crise cardiaque et ses héritiers commencent à liquider ses biens, y compris ses dossiers de recherche privée. Parmi ces dossiers figurait son analyse des échantillons de Paradise Hill, accompagnée de photographies de résultats d'analyse et d'estimation de la valeur des gisements. Les dossiers ont été achetés par une société de conseil en géologie qui a immédiatement reconnu leur importance et a commencé à étudier la géologie de Paradise Hill en utilisant des données d'enquête accessibles au public. Lorsque Tony a choisi d'enterrer la vérité sur Paradise Hill, il pensait faire preuve de pragmatisme. Il avait passé 50 ans au Klondike, avait vu d'innombrables mineurs détruits, non pas par le manque d'or, mais par des complications avec le gouvernement, des réglementations, des procès et des partenariats qui ont mal tourné. Tony avait construit son empire en gardant les choses simples, trouver de l'or, extraire de l'or, vendre de l'or. Tout le reste était une distraction qui pouvait vous faire sombrer. La nuit suivant la confirmation par le docteur Chen de la nature des roches inhabituelles, Tony resta assis seul dans son bureau à faire des calculs qui devenaient de plus en plus inquiétants. S'il déclarait la découverte des météorites et des terres rares, Paradise Hill serait immédiatement fermé en attendant l'enquête. Le gouvernement territorial du Yukon voudrait obtenir des échantillons. Le gouvernement fédéral canadien interviendrait en raison de l'importance stratégique des terres rares. Des chercheurs internationaux exigeraient l'accès à ces terres à des fins d'études scientifiques. La seule procédure d'autorisation pouvait prendre de 5 à 10 ans. Tony avait déjà 70 ans. Voulait-il passer le reste de sa vie professionnelle à se battre contre des bureaucrates et des avocats au lieu d'exploiter des mines, et rien ne garantissait qu'il gagnerait ces batailles. Les précédents juridiques concernant la propriété des météorites sur les concessions minières privées sont pour le moins obscurs. Tony pourrait se retrouver sans rien ayant sacrifié son exploitation minière d'or pour des roches spatiales qu'il ne serait jamais autorisé à vendre. Il y a aussi la question de sa famille et de son équipe. Paradise Hill employait des dizaines de personnes, des familles qui dépendaient d'un travail et d'un revenu régulier. Si Tony arrêtait ses opérations pour chasser les météorites et les terres rares, ces personnes en souffriraient. Kevin venait de s'engager à diriger Paradise Hill à long terme. Monica et Mike construisaient leur vie autour de l'entreprise minière familiale. Était-il juste de compromettre la stabilité de chacun pour quelque chose qui pourrait ne jamais rapporter Tony à justifier son silence en se concentrant sur ses préoccupations pratiques? Il s'est dit qu'il protégeait sa famille, son équipe, son héritage. Il s'est convaincu que maintenir Paradise Hill en activité comme une mine d'or était le choix responsable, le choix intelligent, le choix qu'un homme avec des décennies d'expérience aurait fait. Il a enterré la vérité si profondément qu'il a presque cru à ses propres justifications. Mais il y a un autre facteur que Tony ne veut pas admettre même à lui-même, la peur. Malgré sa dureté légendaire, le Viking du Yukon a peur de ce que signifierait la déclaration de la découverte. Elle attirerait l'attention non seulement sur Paradise Hill, mais aussi sur toutes ses activités. Les organismes de réglementation minière examineraient tous les aspects de son activité et les groupes de défense de l'environnement se pencheraient sur ses pratiques. Les concurrents chercheraient à contester ces revendications ou à s'immiscer dans tout développement de météorites ou de terres rares. Tony avait opéré pendant des décennies dans un environnement réglementaire relativement simple où l'exploitation de l'or était comprise et acceptée. Cette nouvelle découverte allait le propulser sous les feux de la rampe internationale dans des négociations complexes avec des gouvernements et des entreprises qui disposaient de bien plus de ressources que lui. Tony Beats est peut-être le plus gros exploitant de Dawson City, mais il n'est qu'un petit acteur sur le marché mondial des terres rares. Cela le terrifie plus qu'il ne l'admettra jamais. Tony passe donc un coup de fil. Il a ordonné au docteur Chen de garder le silence. Il a caché les échantillons dans une unité de stockage sécurisée loin de ses propriétés minières. Il a demandé à son équipe de poursuivre les opérations normales d'extraction de l'or et de jeter tout matériel inhabituel sans l'examiner. Et il s'est présenté devant la caméra pour Gold Rush souriant et parlant du succès de Paradise Hill.
tout en sachant qu'il était assis sur une fortune qu'il avait choisi d'ignorer. Pendant la première année, la décision de Tony a semblé justifiée. Paradise Hill a produit de l'or de bonne qualité. L'opération s'est déroulée en douceur, sans complications. Tony s'est dit qu'il avait pris la bonne décision, que son instinct avait été le bon. Mais dès la deuxième année, des doutes sont apparus. Le prix du marché des éléments de terre rares a continué à grimper, et les nouvelles concernant les découvertes de météorites lors de ventes aux enchères ont fait apparaître des valeurs en hausse. Tony a commencé à faire des calculs pour déterminer la valeur de la météorite de Paradise Hill s'il avait pu l'exploiter et la vendre légalement. Les chiffres étaient stupéfiants. Un seul kilogramme de météorite de palicite pouvait se vendre entre 6 et 20 000 $ à des collectionneurs. Si Paradise Hill contenait la masse principale que les fragments suggéraient, Tony pourrait avoir devant lui plusieurs tonnes de matériaux valant des millions. Les gisements de terres rares, s'ils étaient aussi riches que l'indiquait l'analyse préliminaire du Dr Chen, pourraient valoir encore plus. Au total, Tony avait potentiellement mis la main sur un gisement d'une valeur comprise entre 1,50 et 100 millions de $. Dès la troisième année, les justifications de Tony s'amenuisent. La production d'or de Paradise Hill est bonne, mais pas exceptionnelle. La concession finira par s'épuiser probablement d'ici 1 ou 2 décennies. Tony aurait extrait tout l'or et laissé les matériaux de grande valeur intacts enterrés sous des millions de tonnes de résidus qui rendraient la récupération exponentiellement plus coûteuse, voire impossible. Minnie remarqua le changement chez son mari. Tony devint renfermé, irritable d'une manière qui n'était pas habituelle, même pour son célèbre tempérament court. Il s'emportait contre les membres de l'équipe pour des problèmes mineurs. Il remettait en question les décisions prises, ce qui ne correspondait pas à son caractère décisif habituel. Minnie a demandé à plusieurs reprises ce qui n'allait pas, mais Tony s'est défilé, affirmant qu'il était simplement fatigué ou stressé par les objectifs de production. En réalité, Tony s'était rendu compte de son erreur, mais il se sentait pris au piège. Comment admettre à sa famille qu'il avait trouvé quelque chose d'extraordinaire et qu'il l'avait caché? Comment expliquer à Kevin et Monica qu'ils avaient travaillé à Paradise Hill pendant 3 ans sans en connaître la véritable valeur? Comment justifier sa décision à qui que ce soit, y compris à lui-même, alors que la valeur marchande de ce qu'il avait enterré ne cessait d'augmenter? Vivre avec la vérité. Le poids du secret a changé Tony d'une manière que la famille Beats n'a pas entièrement comprise. Mais ils ont fini par le ressentir tout de même. L'homme qui avait bâti sa réputation sur l'instinct et la certitude brute, le Viking, qui prenait des décisions en quelques secondes et en assumait les conséquences sans s'excuser, commença à hésiter. Il restait debout pendant de longs moments à Paradise Hill, regardant la drague mâcher méthodiquement, le sol gelé, les mains posées sur les hanches, la mâchoire serrée, le regard distant. L'équipage s'en aperçut. L'équipage. Ils en parlaient à voix basse quand Tony n'était pas là. Tony Beats était censé être inébranlable, une force de la nature taillée dans le même permafrost que celui qu'il exploitait. Mais quelque chose en lui s'était fissuré. L'hésitation a d'abord été subtile. Un appel retardé, une réparation reportée. Une décision qui aurait été instinctive est maintenant réexaminée 2 fois, parfois 3. Tony a commencé à arrêter les opérations plus tôt, les jours où les conditions étaient encore praticables. Il a blâmé la logistique du carburant, les fenêtres météorologiques, la fatigue de l'équipement. Les excuses étaient plausibles, mais elles ne correspondaient pas à l'homme que sa famille connaissait. Kevin a été le premier à le confronter. C'est arrivé en juin de 2023, après que Tony ait brusquement fermé Paradise Hill pendant une journée entière sans explication. Kevin l'a coincé près des réservoirs de carburant. La frustration a brisé des années de retenue apprise. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» a demandé Kevin. « Tu ne peux pas tout arrêter comme ça. Tu n'es plus toi-même depuis 2 ans. Qu'est-ce que vous ne nous dites pas ?» Pendant un instant, juste un instant, Tony a failli le dire. Les mots se pressaient contre sa poitrine, demandant à être libérés. J'ai trouvé quelque chose. Je l'ai caché. J'ai mal choisi. J'ai peut-être détruit tout ce pour quoi j'ai travaillé. Il pouvait voir l'avenir se fissurer devant lui s'il parlait. Les questions, la colère. Il a préféré parler des marchés, de l'incertitude, de la prudence. Kevin écoutait peu convaincu, mais connaissant bien les limites de son père. Dans la famille Beats, on apprenait très tôt que le silence de Tony, une fois choisi, était inamovible. Monica voyait le changement tout aussi clairement. Son père avait toujours été implacable mais concentré, exigeant mais vif. Aujourd'hui, il semblait distrait comme un homme travaillant à partir de sa mémoire musculaire, tandis que son esprit repassait en boucle un désastre privé.
Elle lui posait des questions sur la stratégie de production ou la planification à long terme, et Tony marquait une pause trop longue avant de répondre. Parfois, il lui demandait de répéter la question. D'autres fois, il répondait par des décisions qui semblaient plus petites que d'habitude, plus sûres, presque timides, selon les critères de Tony Beets. La pression la plus forte retombait sur Minnie. Ils avaient tout construit ensemble. 50 ans de mariage, 50 ans de risques partagés, de victoires partagées, d'échecs partagés, survécus côte à côte. Minnie connaissait Tony mieux que quiconque. Elle pouvait entendre le manque d'assurance de ses propos, voir le poids de ses épaules, lorsqu'il pensait que personne ne regardait. La nuit, lorsque la maison était calme, elle attendait qu'il parle, qu'il laisse enfin émerger la vérité. Mais Tony n'y parvenait pas. Il se disait qu'il la protégeait, qu'il protégeait les enfants, qu'il protégeait la famille des retombées d'une décision qu'il croyait encore dans ses pires nuits impardonnables. Minnie n'a pas insisté, mais la distance s'est quand même creusée, un espace silencieux entre eux, rempli de tout ce qu'il refusait de dire. Ce qui rendait la situation insupportable, c'était le spectacle. Les caméras de la ruée vers l'or continuent de tourner. Tony doit rugir, jurer et prendre des postures. Il doit célébrer les totaux d'or, aboyer des ordres et incarner le viking que le monde entier attend. Les producteurs voulaient du drame, du conflit, du triomphe. Tony a fourni tout cela tout en se sentant comme un imposteur. La véritable histoire de Paradise Hill, celle qui comptait, était celle qu'il ne pouvait pas raconter. La tension commençait à se faire sentir physiquement. Tony dormait mal, voire pas du tout. Il restait éveillé la nuit en calculant des chiffres qui refusaient de se stabiliser. 60 millions, 70 millions, peut-être plus. De quoi tout changer, de quoi garantir l'avenir qu'il avait toujours promis à sa famille, de quoi redéfinir sa place dans l'histoire minière. Pendant la journée, il s'épuisait à la tâche, espérant que la fatigue lui ferait perdre la tête. Les calculs le suivaient partout. Chaque once d'or extraite de Paradise Hill lui paraissait désormais plus petite, presque insultante par rapport à ce qui gisait intact sous le sol. Les cauchemars ont commencé sérieusement cet hiver-là. Dans ces cauchemars, quelqu'un d'autre a fait la découverte, un mineur voisin. Un inspecteur du gouvernement. Un étranger qui a reconnu ce que Tony avait enterré et l'a revendiqué publiquement. Dans ses rêves, Tony a regardé depuis les coulisses les gros titres exploser, les experts secouer la tête en signe d'incrédulité, son nom devenir synonyme non pas de brillance, mais de la pire erreur de jugement de l'histoire du Klondike. Il s'est réveillé trempé de sueur, le cœur battant, le bruit de foreuses imaginaires résonnant dans ses oreilles. Puis, le marché a basculé. De 2023 à 2024, les éléments de terre rares ont fait la une des journaux. Pénurie d'approvisionnement, vulnérabilité stratégique. Les gouvernements se démènent pour sécuriser les sources nationales. Les prix grimpent inexorablement. L'europium, terbium, des noms auxquels Tony ne pouvait échapper car ils étaient gravés dans sa mémoire à côté de la voix calme du Dr Chen expliquant ce que Paradise Hill contenait vraiment. Chaque article le rendait physiquement malade. S'il avait agi à ce moment-là, s'il avait déclaré la découverte au moment où elle s'est produite, Paradise Hill aurait pu se transformer du jour au lendemain. Contrat de partenariat, intérêt du gouvernement, plan de développement d'une valeur de plusieurs centaines de millions. Tony Beets ne serait pas seulement un chercheur d'or prospère. Il serait un acteur stratégique, un homme qui façonnerait des industries bien au-delà du Yukon. Au lieu de cela, il a continué à extraire de l'or du bon or. De l'or rentable, mais de l'or qui lui apparaissait désormais comme une distraction, un prix de consolation pour un avenir qu'il avait rejeté par peur, par prudence et par instinct de protection de ce qu'il possédait déjà. C'était là la cruelle ironie. Tony avait passé toute sa vie à prendre des risques, à tout miser sur le sol gelé et les machines rouillées. Mais lorsqu'il fut confronté au plus grand des paris, celui qui pouvait élever son héritage au-delà de tout ce qu'il avait imaginé, il se figea. À la chute de 2024, le poids était devenu insupportable. L'hésitation, la distance, les nuits sans sommeil, la certitude croissante que plus il attendait, plus ce serait grave. Paradise Hill n'était plus seulement une revendication, c'était un bilan. Tony Beets avait bâti sa vie sur la conviction que les actions décisives séparaient les gagnants des échecs. Et maintenant, chaque jour silencieux à Paradise Hill lui rappelait la vérité qu'il ne pouvait plus fuir. Le Viking n'avait pas peur de perdre de l'argent. Il craignait d'affronter le moment où sa famille comprendrait enfin tout ce qu'il avait déjà perdu. La révélation. Tout s'est dénoué en septembre de l'année 2024, lorsqu'une société de conseil géologique appelée North Star Resources a publié un article intitulé « Meteoritic and Rare
Earth Anomalies in the Klondike Region. Evidence for significant undeveloped deposits anomalies météoritiques et de terres rares dans la région du Klondike. Preuve de l'existence d'importants gisements non exploités. L'article était basé sur les dossiers de recherche du Dr Chen combinés à des images satellites et à des études géologiques accessibles au grand public. Il identifiait Paradise Hill par son nom et sa description légale comme le site le plus prometteur pour la récupération de météorites et l'exploitation minière de terres rares dans tout le Yukon. Tony était à Paradise Hill lorsque Kevin l'a appelé la voix serrée par la confusion et la colère. Papa, un article scientifique fait le tour de la communauté minière. Il est dit que Paradise Hill possède un énorme gisement de météorites et des éléments de terres rares d'une valeur potentielle de plusieurs centaines de millions. Qu'est-ce que c'est que ça? Le moment que Tony redoutait depuis 3 ans était arrivé. Il ne pouvait plus se défiler, il ne pouvait pas faire semblant. La vérité était maintenant publique du moins au sein de la communauté géologique et minière et il n'était pas question de la remettre dans la boîte. Tony demanda à Kevin de rassembler la famille, lui dit qu'il expliquerait tout, puis resta assis seul dans son camion pendant 20 minutes, essayant de trouver comment dire à ses enfants qu'il était au courant depuis 3 ans et qu'il n'avait rien dit. Ce soir-là, la réunion de famille a été brutale. Tony a raconté toute l'histoire, la découverte initiale de 2020 et l'analyse du Dr Chen, les valeurs estimées, et sa décision de garder le secret et de poursuivre l'exploitation de l'or. Il a expliqué son raisonnement, ses préoccupations concernant les réglementations et les complications, et sa conviction qu'il protégeait l'entreprise familiale. Puis il a observé les visages de ses enfants qui prenaient conscience de l'ampleur de ce qu'il leur disait. Monica a été la première à prendre la parole, et ses mots ont été profonds. Tu as trouvé quelque chose qui vaut potentiellement 100 millions de dollars, et tu l'as ignoré pendant 3 ans sans nous le dire, sa voix n'était pas en colère. Elle était stupéfaite, incrédule. Cela dépassait tellement tout ce qu'elle attendait de son père qu'elle n'arrivait pas à l'assimiler. La réaction de Kevin a été la colère. Nous avons travaillé à Paradise Hill en pensant que nous exploitions de l'or. Nous avons pris toutes les décisions en fonction de la production d'or. Et pendant tout ce temps, vous saviez qu'il y avait quelque chose de bien plus précieux enfoui ici. Comment avez-vous pu ne pas nous le dire? Comment avez-vous pu prendre cette décision seul? Tony essaya de se défendre, d'expliquer les complications et les risques qu'il avait essayé d'éviter. Mais ses justifications sonnaient creux, même à ses propres yeux maintenant. La vérité est qu'il a fait un choix basé sur la peur et l'entêtement, et que cela a coûté une fortune à sa famille. Aucune explication ne pourra changer cela. Les implications juridiques sont devenues claires rapidement. North Star Resources, après avoir publié un document identifiant le potentiel de Paradise Hill, avait déposé des demandes préliminaires auprès du gouvernement territorial du Yukon pour explorer la possibilité d'exploiter des terres rares dans la région. S'il pouvait prouver l'existence du gisement et établir que Tony n'avait pas activement développé ses ressources, il pourrait être en mesure de revendiquer des droits d'exploitation des matériaux non aurifères, même sur la concession de Tony. Tony a consulté des avocats spécialisés dans les questions minières qui lui ont annoncé une nouvelle dévastatrice. Parce qu'il connaissait les gisements de météorites et de terres rares depuis 3 ans sans les déclarer ni prendre de mesures pour les développer, ses droits de propriété étaient potentiellement compromis. Le droit minier du Yukon exige que les concessions soient activement développées. Tony avait développé les ressources en or, mais avait délibérément ignoré tout le reste. Cela pourrait être interprété comme un abandon de ses ressources, ouvrant ainsi la porte à d'autres entreprises pour les revendiquer. La valeur estimée de ce que Tony risquait de perdre n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure des analyses. Les études géologiques commandées par North Star ont confirmé les conclusions du Dr Chen. La météorite de Paradise Hill semble être une masse principale pesant environ 4 à 6 tonnes, la plus grande découverte de palissade en Amérique du Nord depuis plus d'1 siècle. Les valeurs marchandes actuelles des spécimens de palissade de qualité muséale suggèrent que la météorite à elle seule pourrait valoir entre 4 et 5 millions de dollars. Les gisements de terres rares ont une valeur encore plus grande. Une analyse actualisée a indiqué que Paradise Hill contenait un gisement concentré d'europium, de terbium et de dysprosium dans des proportions qui lui conféraient une valeur exceptionnelle. Sur le marché actuel, où les prix des terres rares atteignent des sommets historiques et où les pays occidentaux cherchent désespérément
à réduire leur dépendance à l'égard des approvisionnements chinois. Le gisement de terres rares de Paradise Hill pourrait valoir entre 170 et 20 millions de dollars. Tony s'est séparé d'une découverte combinée d'une valeur potentielle de 170 millions de dollars. Et parce qu'il s'en est éloigné, parce qu'il a gardé le secret et n'a pas réussi à le développer, il pourrait maintenant le perdre entièrement au profit d'une entreprise prête à faire ce qu'il n'a pas fait, à déclarer publiquement la découverte et à se battre tout au long de la procédure réglementaire pour l'exploiter. Que se passe-t-il ensuite? La bataille juridique ne fait que commencer et elle va être terrible. North Star Resources a les poches pleines et une équipe d'avocats spécialisés dans le droit minier. Ils soutiennent que le silence de Tony pendant 3 ans sur les ressources non aurifères de Paradise Hill constitue un abandon rendant ces ressources disponibles pour une exploitation par d'autres parties. Les avocats de Tony soutiennent que sa demande d'exploitation aurifère lui donne des droits exclusifs sur tout ce qui se trouve sur la propriété, qu'ils choisissent ou non de l'exploiter immédiatement. Il faudra probablement des années pour résoudre cette affaire, pendant laquelle les ressources les plus précieuses de Paradise Hill resteront bloquées dans les limbes juridiques. Tony ne peut pas les exploiter sans risquer des poursuites pénales pour outrage au tribunal. North Star ne peut pas les exploiter sans avoir gain de cause dans sa contestation juridique. Pendant ce temps, les deux parties dépensent de l'argent en avocats, alors que le gisement reste intact. Tony a admis publiquement que sa décision de cacher la découverte était la plus grande erreur de sa carrière. Dans des entretiens émouvants avec les producteurs de Gold Rush, il a été brutalement honnête sur ses regrets et sa crainte de détruire l'héritage de sa famille par son entêtement et son manque de jugement. Le Viking, qui n'a jamais montré de faiblesse, en montre maintenant, et c'est plus difficile à regarder que n'importe quelle panne d'équipement ou catastrophe minière que l'émission a jamais filmée. La famille Bitts est fracturée comme elle ne l'a jamais été auparavant. Monica et Kevin travaillent avec leur père pour lutter contre la contestation judiciaire, mais la confiance a été mise à mal. Mike a suggéré que Tony devrait peut-être prendre du recul et laisser la prochaine génération prendre les décisions à l'avenir. Minnie soutient son mari, mais a clairement exprimé sa déception qu'il n'ait pas fait suffisamment confiance à sa famille pour partager la vérité quand il le fallait. Pour Tony, les dernières années de sa carrière sont maintenant définies par ce combat. Il a 73 ans, et au lieu de profiter de son succès et de planifier sa retraite, il est enfermé dans une bataille juridique qui déterminera si l'on se souviendra de lui comme d'une légende minière ou comme de l'homme qui a gâché la plus grande découverte de l'histoire du Klondike. Le stress est visible, le vieillissant d'une manière que des décennies de travail minier brutal n'ont jamais pu faire. Tony Bitts a construit un empire à partir d'un sol gelé et est devenu une légende dans le processus. Mais les légendes ne se définissent pas seulement par leur succès. Ils se définissent aussi par leurs échecs. Et la confession de Tony à propos de Paradise Hill pourrait bien être l'échec qui éclipse tout ce qu'il a accompli. Le Viking a trouvé un trésor d'une valeur de 170 millions de dollars et s'en est allé. Aujourd'hui, il se bat pour récupérer ce qui aurait toujours dû être à lui.